que les premiers para-américains viennent d'atterrir sur le flanc ouest de la zone d'invasion. Sur le flanc est, ici, ce sont les parachutistes britanniques qui posent le pied sur le sol normand. Il est alors minuit 16 très précisément. Il leur faudra seulement quelques minutes pour s'emparer de ce pont, le pont de Bénouville, Pegasus Bridge, l'un des lieux les plus emblématiques de ce 6 juin 1944, l'aube qui a changé le monde. Alors avec Christophe, notre guide, nous sommes déplacés à quelques dizaines de mètres sur le vrai pont historique conservé ici au mémorial Pegasus de Bénouville. Christophe, minuit 16, minuit 21, il aura fallu 5 minutes aux parachutistes britanniques pour s'emparer de ce pont, c'est une formalité. Alors peut-être pas jusque-là, hein. C'est un coup de main effectivement, il prendra environ une dizaine de minutes vraiment pour pouvoir enfin crier « Ham and Jam ». Pouvoir crier victoire et dire qu'ils contrôlent les lieux et puis permettre aussi plus tard l'arrivée par Granville derrière nous d'autres paras qui viendront les renforcer vers 3 h du matin. C'est essentiel. La vraie difficulté, c'est pas tant de s'en emparer que de le tenir, c'est ça? Exactement. Et il faut avoir les forces, les renforts qui permettent de tenir face aux contre-attaques allemandes qui ne manqueront pas d'arriver au cours de la nuit. Puisque les Allemands vont réagir, effectivement. Effectivement, on connaît l'histoire en particulier de 2 tankistes qui arrivent à proximité. Heureusement, les Britanniques ont avec eux non pas de l'artillerie, mais ils ont ce qu'on appelle un Piat, qui est une sorte de bazooka, si vous voulez savoir, pour les Britanniques. Et ils détruisent l'un des tanks et l'autre partira. Alors ce pont, il est stratégique, les Allemands réagissent, mais pourquoi ne l'avaient-ils tout simplement pas détruit avant ce pont? Ah oui, c'est une excellente idée, ils l'ont eu avant. Ils ont décidé de le faire, mais ils ne l'ont pas appliqué le jour J. Et si tu regardes bien sur la droite, tu vois Thomas, on a quelques trous qui ont été percés. Ce ne sont pas des trous de balles, hein. Ce sont des vrais trous qui ont été faits afin d'y disposer des charges explosives. Qui n'ont pas été utilisées. Eh ben non, parce que ça c'est aussi la beauté de la chose. La résistance française ayant fortement effrayé les Allemands en volant un peu tout ce qu'ils pouvaient, eh bien ils ont peur que pendant la nuit, il y ait quelqu'un qui vienne discrètement voler ces explosifs et les réutiliser contre les forces d'occupation. Alors avant cette prise de Pegasus Bridge, il faut dire un mot de ce que c'est, de cette arrivée de ces soldats britanniques à bord de planeurs. Ça nous paraît absolument hallucinant aujourd'hui. Peut-être qu'on peut aller voir ce que c'était en conditions réelles. Tout de suite, on y va. On en a un, allons-y. Alors grâce à l'autorisation exceptionnelle du mémorial Pegasus, nous voici à l'intérieur d'une reproduction d'un des planeurs semblables à ceux qui ont atterri juste à côté de Pegasus Bridge, Christophe. Alors oui, semblable parce qu'il n'en reste plus d'exemplaires. Hein. Tu sais bien qu'un atterrissage de planeur en 1944 ressemble plus à un crash aérien. Tu as vu la taille, la fragilité, la structure en bois qui est ici. Alors, c'est pas du très solide et effectivement, notamment en bas, on apprenait aux soldats à se tenir par les épaules et à lever les pieds au moment de l'atterrissage afin d'éviter les blessures aux jambes. Il n'y a pas grand homme qui meurt d'ailleurs et celui-ci, pour le premier planeur des 3 qui arrivent pour l'opération coup de main Pegasus Bridge, il arrive à 49 mètres du pont. C'est extrêmement proche, c'est d'ailleurs la distance qui a été choisie par le musée pour installer le pont d'aujourd'hui, le pont historique, aujourd'hui dans leur parc, depuis le musée qui a aussi une forme d'aile en son sommet. Christophe, je reviens sur ce que tu disais, tu parlais des conditions de vol. On a du mal à imaginer une trentaine de soldats, là, cette promiscuité, dans cet appareil, en pleine nuit, porté brinque-ballant dans le vent, sans savoir évidemment ce qu'on va trouver au sol. C'est dantesque. C'est compliqué, c'est même l'un des petits miracles qui se sont succédés tout au long de la journée pour ces gens de la 6e Airborne, la 6e division aéroportée britannique. Mais tu dois comprendre qu'effectivement, ils sont dans le noir, au-dessus d'un pays occupé, qui a donc aussi une interdiction d'allumer les lumières pour ne pas donner des directions aux pilotes alliés. Et puis, ils doivent faire environ plus d'une vingtaine de kilomètres dans le noir avec une montre, une boussole et puis une carte tout simplement. Ils sont relâchés par un plus gros avion à environ 7-8 km des côtes, mais on leur dit bonne chance les gars, tout simplement. Il faut souligner le rôle du pilote, d'ailleurs certains sont restés évidemment très connus ici.
Oui, Jim Woolworth par exemple, qui est le premier justement, et qui après-guerre plaisantait en disant qu'il n'était pas aussi bon à l'entraînement. Mais effectivement, il y a plusieurs pilotes, on se souvient de chacun d'entre eux. Il n'y a pas tant de pertes si on réfléchit vraiment très bien sur les plus de 700 pilotes et copilotes. En fait, on a environ, je crois, 33 morts. C'est pas si fort que ça en tout cas, en termes quand on regarde la fragilité des lieux. Tu le disais Christophe, c'est presque un épisode miraculeux. D'autres événements le seront beaucoup moins par la suite, on va les évoquer avec toi dans la suite de cette série.